On ne peut pas se préparer à ce que j'ai vu ce jour-là. Un palero, un religieux de haut rang, commettait des meurtres rituels. Il a besoin de ce sacrifice humain pour le pouvoir du Nagangwa. Une casserole où on cuisinait une sorte de soupe avec plusieurs parties corporelles. Dégueulasse. Ces rituels connaissaient une escalade dans le sadisme. Parmi les victimes, il y avait 2 citoyens américains. Le type est vivant et on lui coupe la tête. Décapité. Par son caractère tabou, la culture occulte regroupe des croyances ésotériques marginales, où les adeptes tentent d'utiliser à leur profit des pouvoirs surnaturels. Ces pratiques touchant à la magie ou aux arts divinatoires sont répandues dans plusieurs cultures, notamment au Mexique, un pays où l'on pratique une forme de magie blanche, la brujeria, laquelle peut vite prendre un caractère funeste une fois confiée à une personne mal intentionnée. Mais pour les étudiants américains, le Mexique est plutôt une place où faire la fête et où l'alcool coule à flot. Vers la fin des années 80, début des années 90, la pause du printemps pour les étudiants était complètement différente de ce qu'elle est devenue maintenant, spécialement ici dans le sud du Texas, à South Padre Island. À l'époque, les étudiants venaient et restaient à South Padre Island, ce qu'ils font toujours, mais dans le temps, la grosse mode était de se rendre au Mexique. Au Mexique, un jeune de 16 ans peut aller dans un bar, boire et faire la fête. S'il a 21 ans, il peut même rapporter son alcool ou sa bière ici. Il y avait plusieurs bars juste de l'autre côté de la frontière. On pouvait garer sa voiture en bordure de la frontière, marcher un coin de rue et se retrouver dans un bar en train de boire en toute légalité. Le 10 mars 1989, Mark Kilroy, un jeune étudiant de 21 ans de l'Université du Texas, et son ami Bradley Moore, 20 ans, quittent Austin à destination de Santa Fe. Là-bas, ils sont rejoints par 2 autres confrères d'université. Mark Kilroy, un étudiant en médecine préparatoire, profitait du congé scolaire du printemps pour se rendre à South Padre Island avec des copains. Beaucoup de jeunes se rendaient là pour faire la fête, spécialement les garçons. Ils se retrouvaient et passaient la nuit à conduire jusqu'à Brownsville, au Texas. Ensuite, ils traversaient le pont et allaient se payer du bon temps à Matamoros, une ville frontière. Matamoros leur tend les bras. Vers 2 heures du matin, après une soirée bien arrosée, les amis décident de rentrer à South Padre Island. Ils étaient allés dans un des bars de Matamoros. Ils avaient fini leur soirée et rentraient aux États-Unis. Pendant qu'ils rentraient à pied, Mark a annoncé qu'il devait aller aux toilettes. Il a dit à ses copains, « J'ai un appel de la nature, faut que j'aille derrière. » Une couple de minutes. Les autres jeunes ont continué à marcher, ils ont traversé le pont et se sont rendus à leur voiture pour y attendre Mark. Mais Mark n'est jamais revenu. Les rues se vident et les fêtards rentrent chez eux. Pourtant, Mark Kilroy brille toujours par son absence. Ses amis supposent que Mark aura trouvé quelqu'un pour le ramener à l'hôtel, mais ils ont tort. Mark était là-bas, seul, dans l'obscurité. Une camionnette était stationnée avec à son bord des trafiquants de drogue. Ils avaient reçu de leur patron l'ordre de kidnapper un jeune gringo mâle, en bonne santé. Young Gringo Man. Hola, gringo. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Qué tal? Hey, yo te amo. ¿Dónde vas? Quiero ir a la frontera. Ils lui ont dit qu'ils étaient de la police et qu'ils l'arrêtaient parce qu'il était ivre. Le temps de se retourner, Kilroy voit 2 hommes se précipiter vers lui. Brutalement, les 2 hommes le forcent à grimper dans la camionnette et à s'étendre sur le plancher. Ils l'ont mis dans la voiture et ont franchi 2 ou 3 pâtés de maison. Ils se sont ensuite garés sur un terrain vague afin d'attendre la voiture de leur complice. Sans couper le contact, le conducteur en descend pour soulager sa vessie.
L'arrêt sera bref, se dit Kilroy. Kilroy comprend que c'est à ce moment-là, c'est le moment ou jamais de tenter une fuite. Donc il ouvre la porte, saute dans la rue et là il fuit. Derrière lui, il entend des cris en espagnol. L'étudiant fonce droit devant lui, remontant la rue déserte. Puis, comme si elle sortait de nulle part, une voiture s'immobilise devant lui et 2 hommes en descendent. Un des types lui crie « Pas un geste ». Comme c'est un bon garçon, il s'arrête en se disant « Ils vont m'abattre ». Les 2 Mexicains le poussent à l'arrière de la voiture, où il lui lie les mains derrière le dos. Ils l'ont conduit à un ranch, à une vingtaine de kilomètres à l'extérieur de la ville. Le Santa Elena Ranch. La voiture s'engage bientôt sur un chemin de terre menant à des bâtiments. Avec rudesse, ses ravisseurs l'emmènent dans la grange, où ils l'obligent à s'étendre sur le sol. L'un d'eux lui attache les chevilles et le bâillonne avec du ruban adhésif. Les Mexicains échangent ensuite quelques paroles en espagnol, puis quittent les lieux. Terrorisé, l'étudiant tente de faire jouer ses poignets. Mais ses liens sont beaucoup trop solides pour espérer s'en défaire. En matinée, un vieillard arrive dans le bâtiment. Il offre aux prisonniers des œufs brouillés et de l'eau. Mark lui demande de le libérer, mais l'homme réagit comme s'il était sourd. Vers 14 heures, le captif entend un bruit de moteur et comprend qu'une voiture vient de s'immobiliser devant la grange. Il entend des bruits de portière, puis des hommes qui parlent en espagnol. En tentant de se redresser, l'étudiant regarde en direction de la porte qui vient de s'ouvrir. 2 hommes, dont un est le chauffeur de la camionnette de la veille, entrent et s'approchent de lui. Le 2e homme que Kilroy voit pour la première fois est un individu d'environ 30 ans qui a une tête de jeune premier. L'un des agresseurs lui colle un large ruban adhésif sur les yeux, puis on l'entraîne à l'extérieur. Il marche une dizaine de mètres, puis on l'immobilise sur le seuil d'un bâtiment. Il entend le bruit d'un cadenas que l'on retire et une porte qui grince sur ses gonds. Il est immédiatement frappé par l'odeur âcre qui lui monte aux narines, une odeur de pourriture. L'étudiant est poussé vers l'avant. « Étends-toi sur le ventre », ordonne l'inconnu, alors qu'il a toujours les mains liées derrière le dos. L'odeur de charogne est si pénétrante qu'il a le cœur au bord des lèvres. Pendant de longues minutes, il entend une voix réciter une sorte de litanie en espagnol. Puis, subitement, vient cette douleur foudroyante, mortelle. Mark Kilroy, jeune étudiant de 21 ans de l'Université du Texas à Austin, ne terminera jamais ses études de médecine. Sa vie s'est arrêtée brutalement, dans une misérable petite remise au sud de Matamoros, le crâne fracassé à coups de machette. À Brownsville, ignorant tout de son sort, ses 3 amis l'ont attendu en vain jusqu'à 4 heures du matin. Ils ne le reverront jamais. Ils l'ont attendu environ 1 heure, 1 heure et demie. Ils sont revenus sur leurs pas et ne l'ont pas trouvé. Ils sont revenus à la voiture, puis ils se sont dit qu'il avait dû monter à bord d'une autre voiture pour rentrer à South Padre Island, à une 30aine de kilomètres de la frontière.
Alors ils sont retournés vers l'île, où ils se sont mis à le chercher, sans succès. Après une nuit passée à South Padre Island, les 3 jeunes qui accompagnaient Mark Kilroy au moment de sa disparition retournent à Matamoros. Ils refont donc le trajet qu'ils ont fait la nuit d'avant. Comme ils retrouvent aucune trace de Kilroy, ils décident de se rendre à l'ambassade américaine. Ils rencontrent le vice-consul, un dénommé Michael O'Keefe. Inquiets, les traits tirés, les 3 étudiants ont visiblement peu dormi. À l'ambassade des États-Unis, ils sont reçus par le vice-consul qui essaie de se faire rassurant. Il suppose que Mark aura été arrêté par la police mexicaine et qu'il sera sans doute relaxé d'ici quelques heures. Ses confrères sont loin d'être convaincus par ses propos qui se veulent rassurants. En fin d'après-midi, ils retournent à South Padre Island où ils informent la police locale de la disparition de leur ami. Ils se sont rendus au service de police de Brownsville qui les a informés qu'ils n'avaient aucune autorité sur ce secteur. Ils leur ont proposé de s'adresser au bureau du shérif. C'est comme ça qu'ils se sont adressés à nous. Au moment même où je m'apprêtais à les rencontrer, j'ai reçu un appel téléphonique du chef du bureau des douanes américaines de Brownsville, M. Orrin Nick. Orrin Nick lui explique que le neveu d'un de ses collègues est porté disparu depuis le Spring Break. Ce collègue, un dénommé Ken Kilroy, est non seulement un agent du service des douanes américaines, mais il est également le parrain de Mark Kilroy. Je lui ai dit, c'est étrange, j'ai des jeunes ici qui veulent me parler de leur copain qui a disparu, c'est peut-être le même cas. Laisse-moi vérifier et je te reviens. C'est à ce moment que j'ai rencontré ces 2 messieurs dans mon bureau. Ils se sont assis et m'ont raconté ce qui s'était passé la veille. C'est comme ça que l'enquête a commencé. Le 15 mars, l'histoire de la disparition de Mark Kilroy commence à se répandre. Le bureau du shérif de Cameron County est informé de l'affaire et l'enquête est aussitôt confiée au lieutenant George Gavito, un spécialiste des homicides. Au cours de l'enquête, nous avons été aidés par différentes personnes, dont Henry Cisneros, qui était le maire de San Antonio, au Texas. Il m'a dit, « George, pourquoi ne pas organiser une rencontre avec les maires de Brownsville, de Matamoros, les procureurs et les chefs de police des 2 villes? Rencontrez-vous. » Alors nous sommes arrivés à cette rencontre. Tout le monde était là et nous étions prêts à démarrer quand le maire de Matamoros s'est adressé à nous. Avec votre permission, messieurs les maires de San Antonio et de Brownsville, puis-je dire quelques mots? Alors il s'est levé et a déclaré, « Notre enquête démontre que Mark Kilroy a traversé la frontière en direction des États-Unis. Ainsi, le Mexique ne mènera pas d'enquête. Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous êtes les bienvenus dans notre belle ville. » Là-dessus, ils se sont levés et sont partis. Certes, à ce moment-là, personne ne peut présumer du sort du jeune Kilroy, mais les circonstances de sa disparition ont de quoi inquiéter. Depuis sa disparition, Mark faisait la une des nouvelles tous les jours. Et comme on en parlait tous les jours, les affaires de la ville ont commencé à décliner. Et le maire devenait chaque jour plus mécontent. C'est un véritable bras de fer qui se dessine entre les autorités américaines et mexicaines. Nous avions eu une très bonne relation au début de l'enquête. Mais ça a tourné au vinaigre très rapidement. Ça n'allait pas comme nous le voulions. L'État et la police municipale nous ont carrément fermé leurs portes au nez. Et du jour au lendemain, nous n'avons eu droit à aucune aide de leur part. Mais tout n'est pas perdu. Les autorités américaines ont encore un allié. Nous avons eu la chance de travailler également avec les services antidrogue, avec des enquêteurs du bureau du shérif, avec ceux des douanes, avec la DIA. Nous travaillons aussi avec le commandante qui venait tout juste d'être nommé à Matamoros. Le nom de ce commandante était Juan Benitez Ayala. Le 9 avril 1989, l'agent Juan Benitez de la police fédérale mexicaine prend en chasse des hommes qu'il soupçonne de trafic de narcotiques.
La voiture des suspects a en effet évité un barrage routier pour rentrer au Mexique, sans toutefois parvenir à semer la patrouille policière. Ils ont activé leur sirène dès le début de la poursuite. Mais le chauffeur s'est comporté comme si de rien n'était et il les a menés droit au ranch. Grâce à cette erreur de jugement, l'agent fédéral Benitez procède donc dans un ranch près de Matamoros à l'arrestation de 4 membres de la famille Hernandez, une organisation locale soupçonnée de se livrer au trafic de drogue. Ce même jour, j'ai demandé au maire s'il m'accompagnerait à Matamoros pour parler au commandante qui collaborait avec nous. Et le commandante qui nous épaulait était Juan Benitez Ayala. Alors nous sommes allés là-bas pour lui parler, et quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué qu'ils avaient arrêté ce jeune homme nommé Serafín Hernández. Incidemment, le ranch exploité par la famille Hernandez à Rancho Santa Elena, une banlieue agricole située au sud de Matamoros, se trouve depuis quelques jours dans le collimateur des autorités. On suspecte l'endroit d'être utilisé pour y entreposer d'importantes quantités de marijuana en transit pour les États-Unis. Dans les années 1970, Saul Hernandez, un exploitant agricole, avait commencé à faire transiter de petites quantités de marijuana vers les États-Unis, via le Rio Grande. Les affaires allant bon train, toute la famille Hernandez s'est jointe à l'organisation. Mais c'est suite à la mort de Saul Hernandez en 1987 que s'amorce le déclin de la structure mise en place par le défunt. Quand leur chef a été abattu, ils ont commencé à se battre entre eux. Un oncle, puis un frère aîné, ils ont commencé à s'entretuer. Un an plus tard, l'organisation est au bord de l'éclatement. C'est alors que d'un commun accord, les leaders du clan Hernandez ont décidé de s'en remettre totalement à un jeune Cubain, Adolfo de Jesus Constanzo, dit El Padrino, le parrain. Une des raisons pour lesquelles il a su prendre la direction de la bande, c'est qu'il leur a dit qu'il était un puissant sorcier, un sataniste, et qu'il pouvait jeter des sorts qui leur procureraient une protection pendant qu'il faisait passer la drogue au-delà de la frontière. Quel trafiquant refuserait une telle protection? Ce Palero était tellement impliqué dans les cartels. Il était si respecté qu'ils ont vraiment cru qu'il avait des pouvoirs magiques susceptibles de protéger leurs activités de trafiquants. Et lui aussi le croyait. Sous sa direction, la famille Hernandez retrouve rapidement ses allures d'antan. En procédant à l'arrestation de 4 membres du clan Hernandez, l'agent Juan Benitez ne se doute pas qu'il vient d'ouvrir une terrifiante boîte de Pandore. Les 4 hommes, qui nient être impliqués dans un quelconque trafic de narcotiques, sont écroués à la prison de Matamoros. L'agent Benitez intuitionne qu'on tente de lui cacher des choses. Le commandant m'a dit c'est étrange. Il y avait cette cabane pleine de brujeria. Brujeria, c'est le terme qu'on utilise pour parler des objets associés à la sorcellerie au Mexique. Tu sais, dans cette petite hutte, je ne sais pas ce que c'est. Puis là-dessus, nous sommes repartis. 1 heure plus tard, l'agent Juan Benitez retourne au ranch de la famille Hernandez à Rancho Santa Elena. L'endroit n'est occupé que par un gardien qui semble plus ou moins au courant des activités illicites du cartel. Benitez lui montre une photo de Mark Kilroy. Il lui a dit « Je connais ce garçon ». « Comment connais-tu ce garçon ?»« Parce que je l'ai nourri et que je lui ai donné à boire. » Il l'avait attaché à l'arrière de Suburban. Et qu'est-il devenu? Je n'en sais rien, le lendemain, il n'était plus là. Après 2 semaines de recherche des 2 côtés de la frontière, voilà enfin un premier indice sur le sort du jeune Kilroy. Cette nuit-là, vers 1 heure du matin, j'ai reçu un coup de fil du commandante qui m'a dit « George, je crois que nous savons où est Mark Kilroy. » La police avait inspecté le ranch et avait découvert que ce qui se passait là était une véritable horreur sur Terre.
Dans une cabane qui ressemble à une petite remise et où règne une odeur insupportable, les agents fédéraux découvrent un décor à tout le moins inusité et franchement lugubre. En 1989, lors d'une perquisition dans le ranch de la famille Hernandez, la police fédérale mexicaine découvre un site d'exécution et de torture. Ils sacrifiaient de jeunes hommes mexicains, des fermiers, des gens qu'ils kidnappaient. Ils les torturaient, puis ils les découpaient en morceaux avant de les mettre dans une naganga, un grand chaudron de métal. Ils y mettaient différentes parties du corps et remplissaient ça de leur sang. C'était un rituel vraiment dégueulasse. Il y avait des crânes dans le chaudron et bien sûr, ils ne nettoyaient jamais. Avec la chaleur, l'endroit sentait vraiment ce qu'il était, un charnier. À la vue de ces objets, les policiers ne peuvent s'empêcher de murmurer « brujeria », sorcellerie. Mexican authorities arrested several men at the ranch who confessed and identified Constanzo as their leader. Une fois ces types-là arrêtés, nous les avons interrogés et ils nous ont dit ce qui s'était passé. Et nous avons découvert ce qui était arrivé à Mark Kilroy. These suspects say their leader, Adolfo Constanzo, murdered U.S. citizen Mark Kilroy last month. I didn't kill him, but the one who killed him, they hit him with a machete. Le 11 avril 89, à la tête d'une véritable armée, Juan Benitez, le policier de Matamoros, retourne sur les lieux où on suspecte qu'il y a eu des sacrifices humains, donc au ranch de Santa Elena. Il est accompagné des gens du clan Hernandez et arrivé sur place, c'est à eux qu'on donne des pelles pour la basse besogne. Ce sont donc eux qui vont creuser pour déterrer les victimes. Police gave a suspect, Sergio Martinez, a pick and a shovel to find the body himself after he told them where it was. Nous avons déterré Mark Kilroy et c'est lui, Serafín Hernandez, qu'on a obligé à creuser. Tandis qu'il creusait, il m'a regardé et m'a dit « Je ne comprends pas que vous fassiez une si grosse affaire de ce type. Il y a un corps là, un autre là-bas. » Et il s'est mis à pointer en direction de chacun des corps enterrés dans ce champ. Depuis des mois, la petite cabane du ranch de Santa Elena était utilisée pour des rituels magiques. Au moins une dizaine de personnes y ont été immolées lors de cérémonies occultes conduites par El Padrino lui-même, Adolfo de Jesus Constanzo. Il a cru profondément qu'en construisant une ganga le suffisamment forte, il pouvait donc manipuler toutes les énergies, les puissances naturelles, physiques et les morts aussi, pour se protéger à jamais. C'est pour ça qu'il a incorporé les sacrifices humains. Il tuait des gens qu'il avait kidnappés pour faire des rituels pour les protéger. Il a besoin de ce sacrifice humain pour le pouvoir du Nagangwa. Constanzo avait une personnalité très charismatique qui avait une forte influence sur les autres. Donc, ça a été facile pour lui de convaincre les autres de construire ces gangas-là sous prétexte d'une protection à tout prix. Adolfo de Jesus Constanzo en connaît tout un chapitre en matière de sorcellerie. Adolfo de Jesus Constanzo naît de parents cubains le 1er novembre 1962 dans les quartiers hispanophones de Miami. Baptisé Little Havana. Sa mère était très impliquée dans l'occultisme. Cette femme Delia Aurora est très impliquée dans le Santeria. C'est une sorte de religion syncrétique qui vient des milieux esclaves de Cuba, qui est un peu voisine du vaudou. Elle était guérisseuse, pratiquait la télépathie et différents trucs du genre. Elle a plus ou moins formé son fils dans l'esprit de l'entreprise familiale. C'est elle qui va initier Adolfo de Jesus, très jeune, à toute cette culture du magico-religieux lié au Santeria. Sa mère, Delia Aurora Constanzo, est connue à travers tout Little Havana pour s'adonner à la Santeria. La Santeria, du point de vue théologique, c'est une religion très polythéiste qui est organisée, dont les dieux sont organisés autour d'un dieu majeur suprême, qui s'appelle Olofi, qui est le créateur et le administrateur de l'Haché, l'énergie magique
qui est partout, qui fait la création, qui anime les choses, visibles et non visibles. Et c'est Olofi qui envoie des émissaires, des demi-dieux à la Terre pour gérer les affaires humaines et les affaires naturelles. Très tôt, Delia Aurora entreprend d'initier son fils au rudiment de la Santeria, un culte qui pratique notamment des sacrifices d'animaux. La mère de Constanza pensait que son enfant avait besoin de protection supplémentaire. Donc pour ça, elle était convaincue qu'il avait besoin d'être initié, d'être consacré à un dieu ou un déesse déterminé pour le protéger dans sa vie. Adolescent, le Cubain se familiarise aussi au Palo Mayombe. Il a été initié dans une autre religion qui permet la manipulation des énergies et de puissances naturelles, qui permet la manipulation des morts, qui permet notamment la création d'un talisman dont l'énergie et la puissance seraient supérieures. Cela exige 21 bâtonnets en provenance de différents arbres qui sont placés dans ce chaudron de métal. C'est ce qu'on appelle une naganga. Le palero, le prêtre, va d'abord s'infliger une coupure pour s'initier lui-même. Ensuite, il doit sacrifier des offrandes à ce chaudron sur une base régulière. L'idée derrière tout ça étant que la personne dans le crâne et dans le chaudron est un esprit que vous mandatez pour faire œuvrer la magie en votre faveur. L'adolescent, que l'on dit doué d'un extraordinaire don de voyance et de précognition, grimpe rapidement dans cette hiérarchie occulte jusqu'à devenir prêtre. Selon plusieurs témoins, Constanza avait la possibilité de parler aux morts, la possibilité aussi de la clairvoyance. C'est quelque chose que c'est difficile à prouver, mais à mon avis, c'est quelque chose que lui, il a utilisé pour convaincre les personnes de se faire initier dans le Palo Mayombe. Au début des années 1980, Adolfo fréquente les milieux gays et bisexuels de Miami. Il avait ciblé les bars gays et il y était très populaire parce que c'était un jeune homme exceptionnellement séduisant. Constanzo se voit offrir l'opportunité d'aller travailler à Mexico comme modèle. Tout en travaillant comme modèle, le jeune Cubain développe un commerce lucratif lié à ses soi-disant dons de clairvoyance. À Mexico, il était très bien connu pour ses dons de cartomancien, pour sa capacité à lire les cartes du tarot. C'était un excellent diseur de bonne aventure. Il prédisait l'avenir et il tombait juste. Il était également guérisseur. Il imposait les mains et les gens se sentaient mieux et sortaient de là guéris. Parmi ses clients, il y a plusieurs personnalités politiques et artistiques de Mexico. Des gens bien connus, issus du monde du spectacle, du milieu policier ou d'autres professions qui pourraient s'avérer utiles le moment venu. D'abord invité à faire des rituels pour assurer le succès de certains narcotrafiquants, Adolfo commence à s'adonner lui aussi au commerce de la drogue. Constanzo fréquentait un commandante. Un commandante à la retraite impliqué dans le transport des narcotiques ici, dans le sud du Texas. Alors il s'est mis à fréquenter ce commandante qui lui a dit « Tu sais, nous avons besoin de gens comme toi dans la région de Matamoros pour nous aider dans le commerce de la drogue. » Constanzo est venu ici et il a rencontré Sarah. Elle vivait du côté mexicain de la frontière, mais elle fréquentait un collège américain de l'autre côté du fleuve. Sarah était étudiante à l'université de Brownsville durant le jour. Et le soir venu, elle pratiquait la sorcellerie à Matamoros. Durant un bref moment, elle a été son amoureuse, mais elle s'est vite rendue compte qu'il était gay, ce qui n'embêtait personne, mais il préférait les mâles. Sarah est celle qui lui a présenté les Hernandez. La famille Hernandez a besoin de sa magie. Adolfo de Jesus Constanzo deviendra rapidement l'éminence grise du cartel de la famille Hernandez. Ce jeune Adolfo de Jesus Constanzo, un simple voyant venu de Little Havana à Miami, est devenu El Padrino. Il a le respect de tout le monde. Comme il savait que ces gens étaient superstitieux
Et pour contrôler les gens de sa propre bande qui croyaient en ses pouvoirs magiques, il a commencé à incorporer ces rites qui font partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle Palo Mayombe. Au plan magico-religieux, les sacrifices d'animaux cèdent vite la place aux sacrifices humains. Ils avaient ce qu'on appelle une naganga. Et lorsqu'ils se livraient à des sacrifices humains, ils versaient soit du sang, soit des os dans la naganga pour lui donner de la force, laquelle force allait se transférer sur eux et les aider. Dans la théologie Palero, il est interdit le sacrifice humain, tout comme dans la religion santeria et presque partout dans la religion africaine. Mais Constanza, elle était particulièrement obsédée par la question de la protection et il n'a pas hésité à dépasser la limite de la religion et d'intégrer le sacrifice humain, la torture pour fabriquer une ganga forte. Une ganga qui, selon son avis, une ganga qui ne serait jamais finie et qui serait alimentée à jamais avec des corps humains. Il utilisait la violence, la douleur, la torture dans le but d'augmenter les forces émotives, ce qui, essentiellement, confère davantage de pouvoir à celui qui officie. C'est tout simplement horrible pour les victimes. Ça fait partie de la relation malade que monsieur avait avec la théologie Palero, justement parce que lui, il pensait que en ajoutant des éléments humains, en ajoutant des corps humains qui ont été maltraités, qui ont été torturés, on pourrait donc emprisonner leur âme et l'utiliser à jamais pour faire le mal. Uniquement au cours de sa première année au sein de la famille Hernandez, Costanzo sacrifiera une dizaine de personnes. A horror story continues to unfold in Mexico. Police are searching a Mexican ranch along the U.S.-Mexico border this morning for more clues in the deaths of at least 12 men. 12 men buried in a mass grave. The 13th body was found buried today on that Mexican ranch. There may be more bodies buried at that ranch. Pour nourrir son aganga, il lui faut une offrande, peu importe de qui il s'agit. Il demande au clan Hernandez de lui trouver une nouvelle victime. Les hommes remontent dans la camionnette et à 1 kilomètre à peine du ranch de Santa Elena, ils voient un jeune de 14 ans qui marche sur le bas-côté de la route, dénommé De Luna, Garcia De Luna. Ils prennent l'enfant, le jeune, l'adolescent, l'amènent à Rancho Santa Elena et là, il est sacrifié pour le Nagangwa de Costanzo. Mais c'est encore insuffisant. Pour son prochain sacrifice, annonce Costanzo, il aura besoin d'un gringo et de préférence un jeune étudiant universitaire. Costanzo désirait une plus grande énergie, augmenter, multiplier le pouvoir du Nagangwa. Et pour ça, il lui faut une victime de choix. Constanzo avait déclaré « Nous avons besoin d'un cerveau pour nourrir la Naganga. Nous avons besoin de quelqu'un de très intelligent. Trouvez-moi un jeune. Nous avons tous ces jeunes universitaires ici. Cherchez-moi un étudiant en médecine. » C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler aux jeunes. Et là, en faisant ça, évidemment, Costanzo vient de sceller le sort de Mark Kilroy. Constanzo ne savait pas qui était Mark Kilroy. Constanzo ne savait pas que Mark Kilroy était un gentil jeune homme. Constanzo ne savait pas que Mark Kilroy avait un père et une mère. Constanzo ne se préoccupait que de lui-même et de sa Naganga, pour lui donner une force qui allait le rendre lui-même plus puissant. C'est tout ce que c'était. Matamoros, le 11 avril 1989. À la tête d'une petite armée, l'agent Juan Benitez de la police fédérale mexicaine retourne à Rancho Santa Elena. Outre ces hommes, l'agent est accompagné des 4 suspects du clan Hernandez qui guident les policiers vers les fosses où ont été enterrées les offrandes de Costanzo. On ne peut pas se préparer à voir ce que j'ai vu ce jour-là. On a découvert 13 cadavres. Des personnes qui ont été torturées, franchement, à la limite de leur résistance. Nous avons réussi à identifier tout le monde. Ils étaient dans des tombes peu profondes et la température était fraîche depuis quelques mois. Les corps étaient en assez bon état. Et on a aussi découvert le nganga, une casserole, où on cuisinait une sorte de soupe avec plusieurs parties corporelles
de personnes qui avaient été torturées conjointement avec d'autres éléments naturels, des animaux, des plantes, etc. Dans les heures qui suivent la macabre découverte du charnier de Rancho Santa Elena, des mandats d'arrêt sont lancés contre une dizaine de personnes suspectées d'avoir pris part au rituel. La police fédérale a arrêté ceux qui se trouvaient à Matamoros. Other news to report today, a search is underway for the cult leader wanted in the satanic killings of a dozen people in Matamoros, Mexico. Police say the man, who's identified as a drug smuggler known as the Godfather, may have fled here to the United States. Il se trouve que Constanzo séjournait au Holiday Inn de Brownsville. Et Sarah n'était pas avec ceux qu'ils avaient arrêtés. Mais ils ont su qu'ils avaient été arrêtés. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus à McAllen, qui est à environ 60 km de Brownsville, et de là, ils ont pris l'avion jusqu'à Mexico pour se cacher. Quand tout a éclaté au ranch et qu'on a identifié Constanzo comme coupable, on a commencé à colliger de l'information sur lui. On a appris très rapidement qu'il était dans la région de Mexico. Les enquêteurs se sont rendus à Mexico, où ils ont perquisitionné 2 ou 3 de ses résidences, d'autres résidences aussi où on savait que Constanzo avait séjourné. Ça chauffait fort autour de lui. Nous avons lancé une chasse à l'homme aux États-Unis et eux ont lancé une chasse à l'homme au Mexique, en placardant leurs photos. Éventuellement, lui et sa complice, la prétendue prêtresse Sarah Aldrete, ont abouti dans un appartement situé au 4e étage d'un building du centre de Mexico. Leur cachette s'avérait parfaitement efficace, jusqu'à ce qu'une voiture de police s'arrête chez eux pour enquêter sur quelqu'un d'autre lié à une affaire totalement différente. Le 6 mai 1989, la police de Mexico reçoit un appel à propos d'une dispute, une violente dispute dans une maison-appartement, un building-appartement de Colonia Cuauhtémoc, un quartier populaire de Mexico. Constanzo a aperçu la voiture de police et s'il était resté tranquille, la voiture serait probablement repartie quelques minutes plus tard. Mais il s'est mis à crier comme un fou. Il s'est rué sur son arme et s'est mis à tirer. Les agents ont à peine le temps de descendre de leur véhicule qu'ils se retrouvent sous le feu nourri d'un pistolet automatique Uzi. Depuis le 4e étage, Constanzo, qui a vu arriver les policiers, tire sur tout ce qui bouge. Ils se sont échangés des milliers de coups de feu et ça volait tout autour de l'immeuble. Quand Constanzo a compris la situation, comme il avait beaucoup d'argent en petites coupures, il s'est mis à jeter son argent par les fenêtres, en espérant que tous les badauds se précipiteraient sur l'argent et qu'il pourrait profiter du désordre pour fuir. Le siège durera 45 minutes, puis c'est l'accalmie. Pour les policiers, c'est un signal. Les policiers ont lancé l'assaut et sont entrés dans l'immeuble où il se trouvait. Constanzo s'est dit, ça y est, c'est la fin. Et lui-même et son nouvel amant ont pris la décision de mourir ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Ils étaient accompagnés de leur tueur à gages favori, surnommé El Dubé. Et El Dubé était le genre de type qui n'avait peur de rien ni de personne. Un vrai tueur professionnel. Alors ils ont dit à El Dubé, tue-nous. Et c'est ce qu'il a fait. Rapide comme l'éclair, les agents envahissent l'immeuble. Ils grimpent au 4e étage et enfoncent la porte de l'appartement numéro 13. They found the bodies of Constanzo and another man in a closet. Constanzo chose being shot by his own gang over being taken alive. Les 2 hommes, entrelacés dans un dernier baiser, sont criblés de balles. En ce qui me concerne, je crois qu'ils ont été tués par les policiers. Je ne crois pas qu'ils voulaient de Constanzo vivant, parce qu'ils ne voulaient pas que les informations qu'ils détenaient sur les politiciens et toutes ces autres célébrités soient rendues publiques. Les agents trouvent le reste de la bande qui tente de s'échapper par le toit de l'immeuble. Finalement, ils ont tous été arrêtés. La saga des narcotrafiquants diaboliques de Matamoros vient de prendre fin. Sarah Aldrete, the so-called witch of the group, says she now regrets her actions, especially her role in the human sacrifice murder of U.S. college student Mark Kilroy.
I feel sorry. I feel sorry because when he disappeared, I was trying to help. Pendant des jours, les meurtres rituels de Constanzo vont alimenter tant la presse nationale qu'internationale. Le fait Matamoros a choqué le monde. Les gens des médias étaient partout. Tous les membres de la secte seront éventuellement condamnés à de lourdes peines de réclusion, sans possibilité de libération conditionnelle. Au Mexique, chacun des condamnés purge 45 ans de prison. Les Hernandez sont emprisonnés juste ici, de l'autre côté de la frontière. Quant à Sara et El Dube, ils sont emprisonnés à Mexico. Les meurtres de Matamoros ont souvent été qualifiés de meurtres sataniques et leurs auteurs de narco-satanistes. Mais de quel satanisme s'agit-il? Le Palo Mayombe n'est pas du satanisme. C'est une religion complètement différente. C'est une tradition syncrétique qui a pris naissance au Congo à l'époque de l'esclavage, lorsque les gens ont été forcés d'adopter d'autres traditions. Étant donné qu'il s'agit d'une religion très ancienne, axée sur la transmission orale, et qui n'a pas d'institution qui la contrôle, c'est sûr qu'on fait face à une diversité étonnante de rituels. Elle peut être pratiquée de diverses manières par différentes personnes. Il n'y a pas de mode d'emploi qui dise exactement comment faire. Tout comme les chrétiens et les catholiques ont des pratiques différentes, il en va de même pour les autres religions qui ne sont pas clairement balisées et qui nous viennent essentiellement de la tradition orale. La forme des rituels pratiqués par El Padrino et son groupe était dans une large mesure très originale. La brujeria est de la magie blanche, pratiquée partout au Mexique. La santeria est essentiellement pratiquée à Miami et à Cuba. Le Palo Mayombe, que pratiquait Constanzo, est davantage africain. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces trois rituels et en a fait un amalgame. Il pratiquait les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, et ça donnait également à la brujeria. Mais il ne peut pas mélanger toutes ces traditions et prétendre en faire sa propre religion. Aucune des deux religions qui ont été mentionnées par les médias préconise la réalisation de sacrifices humains. C'est un ajout. C'est quelque chose qu'il a fait dans son interprétation isolée, personnelle, paranoïaque de deux religions dont il est question. Mais le sacrifice humain, c'est interdit dans les deux. En plus d'interdire le sacrifice humain, le santeria et le Palo Mayombe ne peuvent être pratiqués que par des hommes hétérosexuels. Une autre règle à laquelle Constanzo échappe. Il avait recruté plusieurs jeunes gays, dont la plupart avaient une allure de desperado, mais qui étaient gays. En fait, seulement les hommes hétérosexuels peuvent être initiés, quoique les autres peuvent consulter le service des prêtres et des personnes initiées, mais on ne peut pas parler d'une femme paléro, par exemple. I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in it. Alors, nous avons la présence d'une femme qui torturait les victimes, qui agissait à côté de lui dans la création de Ganga. Donc c'est déjà une autre contradiction pour démontrer que monsieur a fait une interprétation trop personnelle, trop sectaire, d'une religion fortement riche et qui ne cherche que l'équilibre entre le mal et le bien. Depuis les événements de Matamoros, les parents de Mark Kilroy ont mis sur pied la fondation Mark Kilroy, une organisation qui vient en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de consommation et de dépendance. Les Kilroy forment une famille croyante. Ils prient beaucoup. Et je crois que les prières de monsieur et madame Kilroy ont contribué au succès de notre enquête. Si Mark Kilroy n'a pu être sauvé des griffes de Constanzo, il a du moins été l'élément qui a permis de mettre un frein à ses plans diaboliques. Et ce, à jamais. La plus grave erreur de Constanzo a été de choisir un citoyen américain. De choisir un citoyen américain dont l'oncle était le directeur du service des douanes.
et de choisir un citoyen américain pour lequel on allait lancer une formidable enquête sur son organisation. Sans cela, Constanzo serait encore à l'œuvre aujourd'hui.